Merci beaucoup, Jean-Daniel, et merci aux organisateurs pour l'invitation, pour contribuer à ce webinaire. Et puis merci à Béatrice, parce que du coup, ben, on va être parfaitement complémentaires. Et au fur et à mesure, enfin, ça m'a permis d'enlever deux diapositives, ce qui me permet de condenser sur un certain nombre d'éléments que je voulais partager avec vous, en faisant un certain nombre de partis pris, hein, alors sachant qu'il y a peut-être des éléments sur lesquels je passerai rapidement compte tenu des contraintes horaires et qui pourront être discutés. Alors, le contexte, c'est que, comme ça a été expliqué par Béatrice, la France est dans une position très particulière à l'échelle internationale aujourd'hui, avec la mise en place depuis le 2 octobre d'un plan de vaccination massif qui concerne tous les canards en production. Donc, tous les canards élevés en France en production sont obligatoirement vaccinés depuis le 2 octobre. Et ça, c'est un positionnement qui résulte je dirais, d'une volonté à la fois des pouvoirs publics, des professionnels, très forte, et de tout un travail qui a été fait en amont, au niveau scientifique et au niveau, je dirais, aussi de l'influence à l'échelle internationale. Et on va voir pourquoi il y a un véritable enjeu d'influence pour arriver à convaincre nos partenaires internationaux que l'on peut vacciner tout en maintenant un statut indemne vis-à-vis de l'influenza aviaire. Alors, il se trouve que ce plan de vaccination s'est mis en œuvre chez le canard le 2 octobre. Et il se trouve que le 2 octobre, il y avait aussi la relance de la vaccination Covid, et que quelques jours après, il y a eu la relance de la vaccination vis-à-vis de la grippe saisonnière. Je pense que c'était le 17 octobre. Donc, vous voyez qu'il y a eu un télescopage assez cocasse d'actualité, une dissonance dans les radios ce 2 octobre. Et on était complètement sur une journée One Health. Alors, aujourd'hui, comme ça a été bien expliqué par Béatrice, jusqu'à présent, à l'échelle internationale et pendant des décennies, il y avait en fait deux piliers de lutte contre l'influenza aviaire, qui sont la biosécurité et la surveillance. Et la vaccination était très largement proscrite, sauf cas particuliers, en tout cas dans les pays qui revendiquent un haut statut sanitaire de maîtrise de l'infection chez les oiseaux. Alors, la biosécurité, ce sont des règles d'hygiène, de séparation entre l'espace d'élevage et l'espace extérieur, avec un cas particulier chez les volailles, qui est d'ailleurs un cas très disruptif et très compliqué, qui est la problématique de la claustration des volailles sur parcours, pour les protéger, dans une certaine mesure, de l'interface avec le compartiment sauvage, puisque, comme ça a été bien expliqué, on a quand même une introduction sur le territoire national de l'influenza hautement pathogène, qui provient depuis plusieurs années, à l'échelle d'un territoire, des oiseaux sauvages. Alors, c'est un sujet de grande controverse. De la même manière, les dispositifs de surveillance qui combinent les surveillances en élevage, des surveillances de la faune sauvage sur les oiseaux trouvés morts, qui peut être événementiel, c'est-à-dire sur les animaux qui présentent des signes cliniques, ou programmés, sont des dispositifs qui sont également très contraignants. Et sujet à grande controverse, notamment chez les producteurs en filière courte, qui considèrent que finalement, toutes ces stratégies-là sont mises quelque part au service de l'agro-industrie, par opposition aux élevages à caractère plus extensif. Donc, on voit bien que, y compris dans l'accompagnement scientifique, il y a des tensions dans les recommandations que l'on peut appliquer, y compris quand on passe à la proposition de solutions vaccinales. Alors, pourquoi on a tellement d'enjeux? Pourquoi c'est pas si simple finalement de prendre des décisions en termes de vaccination dans l'arsenal de lutte contre l'influenza aviaire? Alors, évidemment, il y a des arguments pour, des arguments contre. Les arguments pour, c'est qu'évidemment, l'enjeu de la vaccination et l'intérêt de la vaccination, c'est que ça protège les animaux contre la mortalité, contre les signes cliniques, et ça limite de fait, finalement, des impacts d'abattage, et ça a un intérêt économique et en termes de bien-être. Ce que l'on demande absolument à ces vaccins-là, pardon, c'est surtout de réduire l'excrétion virale, pour réduire les tailles de population virale et donc le potentiel évolutif des virus. Et on verra que c'est un enjeu important concernant les virus hautement pathogènes vis-à-vis des virus faiblement pathogènes. Et puis, donc, c'est réduire l'émission si des animaux devaient s'infecter, et la sensibilité des animaux. Donc, finalement, réduire le potentiel de diffusion du virus dans une population, dans un élevage, ou d'un élevage à l'autre.
Et donc, c'est finalement réduire le recours au dépeuplement de volailles et puis aussi réduire l'exposition de l'homme au virus influenza aviaire. Par contre, le principal danger, c'est qu'en masquant les signes cliniques et en réduisant partiellement et quelquefois insuffisamment l'excrétion virale, on risque de créer finalement des porteurs silencieux qui seraient beaucoup plus difficiles à surveiller. D'où, on va le voir, un enjeu très important de développer un dispositif de vaccination associé à la vaccination, qui est très très lourd, qui est finalement plus lourd et en tout cas bien plus coûteux que la vaccination elle-même, lorsqu'on parle de vaccination vis-à-vis de l'influenza aviaire. Et la conséquence, c'est des risques de restriction des échanges commerciaux. Et c'est un vrai travail d'influence qui se poursuit d'ailleurs, puisque tout n'est pas encore réglé. Mais vous voyez qu'il va falloir développer toute une stratégie impliquant des bonnes pratiques de vaccination et des bonnes pratiques de surveillance pour arriver finalement à convaincre à l'échelle internationale qu'on peut vacciner tout en maintenant un bon statut sanitaire. Et puis le risque que l'on a, c'est que évidemment, vous avez différentes solutions. Ben, si les éleveurs savent que finalement, ils ont un outil vaccinal qui peut réduire le risque, eh ben, ça peut les amener à baisser finalement l'équivalent des gestes barrières que l'on peut leur demander d'observer. Et c'est là aussi une démarche humaine, c'est là aussi très, très One Health. Alors, très, très schématiquement, je vais faire un focus sur les situations à l'échelle internationale et pour voir un petit peu dans quelles situations on a mis en œuvre et on continue de mettre en œuvre la vaccination vis-à-vis de l'influenza aviaire. Et en gros, on a quelques situations qui sont historiquement bien documentées depuis maintenant plus de 20 ans, voire 30 ans dans certains pays, vis-à-vis des virus hautement pathogènes. Alors effectivement, pourquoi les virus hautement pathogènes? Parce que ce sont eux qui, au départ, ont un impact économique, mais aussi, il ne faut pas oublier que dans une perspective de santé humaine, ce sont des virus qui entraînent des productions de quantités de virus infiniment supérieures aux virus faiblement pathogènes. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel évolutif infiniment supérieur. Donc leur contrôle, y compris dans une perspective de santé publique, est beaucoup plus important. Donc il y a des pays qui vivent avec l'influenza aviaire et qui essaient de le contrôler plus ou moins avec la vaccination. Et il faut bien reconnaître que ces expériences-là, dans certains pays en Asie, en Amérique centrale, au niveau du sous-continent indien, n'ont pas été très convaincantes et ont finalement dégradé l'image de la vaccination en tant qu'outil vertueux de protection. Tout simplement parce que ces plans de vaccination sont perfectibles en matière de pratique de vaccination et surtout en matière de pratique de surveillance. Et c'est ça qui a été un véritable problème, notamment vis-à-vis du contrôle du virus asiatique qui nous concerne aujourd'hui, hein, le virus 2344B, le clade 2344B, dont je parlerai ensuite dans le cadre des vaccinations qui sont mises en œuvre chez nous, est finalement un lointain descendant d'un virus qui circule depuis maintenant 25 ans et qui n'a pas été contrôlé en dépit de la mise en œuvre massive de vaccinations. Et donc, vous avez la liste des pays qui ont mis en œuvre des vaccinations. Là, je parle des vaccinations vis-à-vis des virus hautement pathogènes. Il y a un autre virus qui est très important au plan économique, qui est un virus de sous-type H9, un virus H9N2, vis-à-vis duquel on vaccine massivement, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, avec des résultats variables, mais qui en tout cas apporte un bénéfice économique très important. Mais encore une fois, des pratiques, je dirais, mal maîtrisées, voire très mal maîtrisées, dans certains pays, ont amené finalement à avoir une image très péjorative de ces pratiques de vaccination. Alors, dans ce paysage-là, il y a un cas particulier sur lequel je voudrais revenir, c'est la vaccination vis-à-vis des virus H7N9 en Chine. Et c'est le contre-exemple en matière de vaccination. Et c'est un exemple vraiment de succès et d'impact important de la vaccination. On avait un virus faiblement pathogène qui circule à bas bruit dans les marchés aux volailles vivantes, avec un impact clinique chez l'oiseau très très faible. Et finalement, les détections de cas par des hospitalisations et des cliniques retrouvées chez des patients qui avaient été exposés à des marchés aux volailles vivantes. Et au bout de plusieurs années de circulation, sous une forme faiblement pathogène, à la suite de phénomènes d'évolution liés à des ressortiments et à une mutation au niveau du site de clivage de l'hémagglutinine, ce virus a été converti en une forme hautement pathogène. Sans que ça modifie de manière drastique d'ailleurs
sa pathogénicité chez l'homme. Simplement, ça augmente, là encore une fois, la taille de population virale. Il y a une décision de vaccination qui a été prise en 2017 de vaccination des volailles et qui a stoppé quasiment instantanément l'exposition de l'homme et donc les cas humains. Et donc ça, c'est un exemple d'impact en santé publique très important d'une vaccination mise en œuvre sur le comportement animal pour réduire drastiquement l'exposition de l'homme. Si je reviens plus globalement à la vaccination, à l'impact de la vaccination de l'influenza aviaire, je vais revenir là à ce qui nous concerne et au virus H5 hautement pathogène du clade 2.3.4.4b que Béatrice a évoqué. Et revenir au questionnement qui nous amène à définir une stratégie de vaccination. Pour définir une stratégie de vaccination qui marche, il faut d'abord des vaccins qui fonctionnent. Et ce n'est pas évident, parce que le terme volaille est un terme extrêmement vaste, et entre un poulet, un canard, une dinde, il y a des distances zoologiques considérables, des enjeux d'immunologie comparés qui sont très forts. On a des enjeux donc, de tester les vaccins dans les différentes espèces cibles, de vérifier l'immunité, et en particulier de gérer l'immunité néonatale, je vais revenir à ce sujet-là. Ce qui fait que le point de départ, c'est de vérifier, espèce par espèce, les outils dont on dispose et de les valider à l'échelle de chacune des espèces. C'est ce qu'on a dû engager en France et j'y reviendrai. Il faut définir à partir de ça une stratégie claire qui intègre à la fois le choix des vaccins, le choix des cibles, quelles sont les espèces qui sont vaccinées, sur quel périmètre et à quelle période, et définir une association de socle de biosécurité, de stratégie de surveillance associée au vaccin lui-même. Et puis, il faut lever les verrous que j'évoquais, notamment des verrous qui relèvent quasiment d'un travail de diplomatie vétérinaire, mais qui ne fonctionnent que si on a réglé les problèmes techniques que je viens d'évoquer. Alors, vaccin efficace, je suis désolé, cette diapositive est un peu fastidieuse. Simplement, quand on regarde sur la colonne de gauche les caractéristiques d'un vaccin influenza aviaire idéal, ben on voit qu'il y a des moments où il faut faire des arbitrages. Mais évidemment, on cherche un vaccin peu coûteux. Alors, très franchement, on se rend compte que le coût du vaccin lui-même est quasiment marginal par rapport au coût de l'administration et au coût surtout du dispositif de surveillance qui est associé. Donc l'enjeu, c'est vraiment de voir le package, l'ensemble du dispositif. Il faut que ces vaccins soient utilisés chez les espèces concernées et à l'échelle internationale, selon les zones, mais on n'a pas les mêmes espèces qui sont représentées. On verra que chez nous, c'est le canard sur lequel nous avons fait un focus. Idéalement, il faudrait faire un one-shot. En fait, ça ne marche pas. Aujourd'hui, les seuls vaccins qui fonctionnent, il faut au moins 2 doses. Idéalement, il faudrait une application collective par voie mucosale, donc par spray ou par l'eau de boisson. Aujourd'hui, les seuls vaccins qui existent, on doit les injecter. Et là aussi, c'est un sujet. Il faut être capable de surveiller, donc de détecter les animaux infectés dans une population vaccinée. Ça relève de ce qu'on appelle la stratégie DIVA dans le jargon vétérinaire, de différenciation entre les infectés et les vaccinés, qui relève d'un assortiment entre des mesures sérologiques et des mesures moléculaires. Et puis, chez le jeune poulet ou caneton, on a des anticorps d'origine maternelle qui sont transmises par la reproductrice et qui passent en fait par le vitellus, par le jaune d'œuf. Et dans certaines situations et vis-à-vis de certains vaccins, ces anticorps peuvent neutraliser le vaccin. Donc, ça veut dire qu'il faut tester chaque vaccin, chaque programme de vaccination. Alors, la recherche, le Graal pour les éleveurs, c'est évidemment de ne pas avoir à vacciner eux-mêmes et que les poussins ou les canetons soient vaccinés dans les couvoirs qui sont en fait des usines dans lesquelles on produit les poussins et les canetons qui sont ensuite transportés vers les élevages. Et là, ça fait appel à des vaccins particuliers qui ont la capacité à surmonter les anticorps d'origine maternelle. Et en particulier, c'est le cas de certains recombinants qui expriment de manière, enfin, des herpès virus qui expriment l'hémagglutinine et qui ont a priori la capacité à passer la barrière des anticorps d'origine maternelle. Je reviendrai là-dessus. Et enfin, il y a la question du matching antigénique, qui est une question qui est très critique, évidemment, en vaccinologie influenza. Ce que je peux dire ici, et je ne vais pas m'appesantir dans cette présentation, on en parlera sans doute dans la discussion, c'est que l'adéquation antigénique entre la souche vaccinale et la souche circulante est beaucoup moins critique quand on parle de H5 que quand on parle d'autres sous-types influenza, notamment les H3N2 en grippe saisonnière. Donc, dès lors qu'on est dans le clade ou à minima dans le groupe, par exemple, pour ce qui nous concerne, des virus H5 d'origine asiatique, on a une cross-protection qui semble très satisfaisante. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas normalement
assujettis à une activation annuelle de ces virus-là. Alors ça veut dire qu'évidemment, il faut faire attention à rester dans le même groupe, mais nous n'avons pas la même contrainte aussi critique en termes de matching antigénique que pour d'autres valences, que d'autres sous-types influenza. Alors là, vous voyez ce tableau, il synthétise l'ensemble des vaccins qui sont plus ou moins approuvés dans le monde. Et vous voyez simplement qu'il y a l'immense majorité de ces vaccins sont des inactivés en émulsion, qui sont préparés de manière très classique. Et puis, on a quelques vaccins un petit peu, je dirais, innovants au plan technologique. Et parmi ceux-ci, il y en a deux qui sont utilisés actuellement en France. Ce sont les deux qui sont utilisés, qui sont basés exclusivement sur l'hémagglutinine, soit exprimés sous forme de protéines recombinantes, soit exprimés sous forme d'ARN, sous dépendance d'un promoteur d'alphavirus, donc des ARN autoréplicatifs. Et ce sont ces deux vaccins-là qui, aujourd'hui, sont utilisables en France et sur lesquels je reviendrai un tout petit peu. Mais il faut bien se repositionner dans le contexte de ce tableau dans lequel on a quand même l'immense majorité des vaccins utilisés à date, qui sont des vaccins qui sont basés sur des particules virales inactivées et adjuvées. Si je fais un focus justement sur les solutions qui existent aujourd'hui à l'échelle du continent européen, on a, outre les deux solutions que j'évoquais, la solution ARN autoréplicatif et la solution protéines recombinantes produites en baculovirus, on a aussi des solutions qui sont basées sur des herpesvirus qui expriment l'hémagglutinine et qui sont injectables, notamment chez le tout jeune oiseau au couvoir, à l'aide de machines. On a une variante des vaccins inactivés qui sont en fait des vaccins produits en système de génétique inverse et qui permettent d'actualiser de manière beaucoup plus fluide les solutions, les hémagglutinines. Et puis, une solution qui est basée sur de l'ADN. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a essentiellement ces solutions ARN et baculo qui sont effectivement utilisées. Et on a une solution reverse génétique qui est autorisée, qui pourrait potentiellement être utilisée. Alors, pourquoi il y a de l'intérêt à utiliser des vaccins sous-unitaires avec uniquement l'hémagglutinine exprimée sous forme d'ARN ou de protéines? C'est que ça permet plus facilement de faire une différenciation des anticorps post-infectieux et post-vaccinaux en testant des anticorps qui sont dirigés contre une protéine commune à l'ensemble des virus influenza aviaires, en l'occurrence la nucléoprotéine. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on a des anticorps vis-à-vis de la nucléoprotéine, on a circulation de virus sauvages dans la population vaccinée. Alors, l'inconvénient, c'est que lorsqu'on a un signal nucléoprotéine, ça ne veut pas dire qu'on a un virus 2, 3, 4, 4B. On peut avoir n'importe quel virus de n'importe quel sous-type qui circule. Et dans les populations de canards notamment, je dirais du fait de leurs propriétés biologiques et de leur, je dirais, très grande sensibilité à l'ensemble des virus faiblement pathogènes, on peut avoir quand même un bruit de fond, si vous voulez, de circulation de faiblement pathogènes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à la définition historique des systèmes d'IVA, ben, on a maintenant des vaccins de nouvelle génération, et puis on a une démocratisation des tests moléculaires de PCR qui aident quand même très significativement à la surveillance. Alors, je reviens à ma slide sur les challenges. Une fois qu'on a défini des solutions vaccinales qui sont potentiellement utilisables, eh bien, en fait, il faut les mettre en œuvre dans le cadre d'une stratégie. Et la question qui s'est posée d'emblée, c'est quelles sont les cibles? Quels sont les oiseaux que l'on doit cibler pour être le plus efficace possible? Et là, compte tenu des informations d'ailleurs que Béatrice avait déjà livrées, on s'est vite rendu compte que les palmipèdes, les canards dans leur immense majorité, jouent un rôle épidémiologique central. Ils sont les plus sensibles et lorsqu'ils sont infectés, ils sont particulièrement excréteurs de virus influenza aviaire hautement pathogènes. Ce qui fait que la vaccination des canards, non seulement les protège, mais protège de manière, je dirais, altruiste les autres élevages. Donc, c'est très important, si vous voulez, d'avoir finalement ce ciblage vis-à-vis des canards. Et c'est pour ça que la stratégie vaccinale s'est ciblée sur cette espèce et pas sur le poulet en France. Alors,
comme je le disais, une étape importante, c'était de pouvoir finalement démontrer que les solutions vaccinales potentiellement utilisables étaient effectivement efficaces chez le canard. Et donc, pour cela, il a fallu finalement développer des tests spécifiques, en l'occurrence ciblés chez le canard mulard, qui était l'espèce cible qui nous paraissait la plus importante. Et un dispositif a été mis en œuvre depuis 2022 dans le cadre d'un partenariat piloté par le ministère de l'Agriculture. Et on travaille en tandem avec l'équipe de Béatrice, avec des solutions vaccinales qui ont été testées en situation qui mime le terrain sur plusieurs milliers d'individus. Et parmi ces milliers d'individus, donc il y a eu des monitorings sérologiques permettant de vérifier la dynamique de la réponse sérologique. Et puis, quelques dizaines d'individus ont été challengés. Donc, c'est la caractéristique que l'on a en médecine vétérinaire. On a cette possibilité-là de tester l'efficacité dans l'espèce cible avec un challenge infectieux, évidemment, dans des conditions contrôlées qui s'étaient faites dans les locaux de l'ANSES. L'objectif est non seulement de tester la protection clinique, mais surtout de vérifier que les vaccins réduisent l'excrétion et donc le potentiel de contamination, puis aussi le potentiel évolutif des animaux qui ont été infectés. Donc, il y a un travail à l'échelle des individus et un travail à l'échelle des populations pour tester finalement l'abattement du R0. Juste en une diapo, je suis désolé, elle est un peu difficile, et c'est une diapo qui est évidemment basée sur les données qui ont été produites, qui sont maintenant publiques, qui ont été produites avec nos collègues de l'ANSES. Ce que l'on a montré, c'est que les deux solutions qui ont été testées, la solution basée sur la protéine recombinante baculovirus et la solution basée sur l'ARN, présente finalement des résultats assez proches en termes de protection vis-à-vis de l'infection, que ce soit l'excrétion orale ou l'excrétion cloacale, rectale. Et si vous voyez je dirais l'air sur la courbe chez les animaux qui sont challengés après être vaccinés ou non vaccinés, vous voyez quand même que, en tout cas à 7 semaines d'âge, on a une protection virologique qui est très significative, plus difficile à 11 semaines, ce qui suggère d'ailleurs qu'on a une immunité qui est finalement transitoire et un enjeu, on dirait, au niveau de la durée d'immunité. Par contre, les essais, les calculs de R0, donc d'abattement du R0 à l'âge de 7 semaines, montrent que lorsqu'on regarde la capacité des animaux à finalement infecter d'autres sujets, on a un abattement du R0 qui est majeur, qui descend en dessous de 1, alors qu'il est au-dessus de 80 dans le modèle qui a été testé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des solutions vaccinales qui sont capables de faire le job, en quelque sorte, c'est de réduire considérablement le R0 chez les animaux qui sont vaccinés, mais pour lesquels on a des sujets et encore des questionnements à l'étude sur la durée d'immunité et donc sur les programmes de vaccination que l'on doit mettre en œuvre. Au-delà de ce sujet des plans de vaccination au plan théorique, il y a le sujet des pratiques de vaccination. C'est là-dessus que je voudrais finir ma présentation. Un oiseau, une volaille, il faut arriver à la vacciner par différentes voies. Alors, quand c'est possible, on vaccine par voie mucosale, c'est-à-dire par spray, par eau de boisson, donc par voie collective. Quand c'est possible, on vaccine directement l'embryon à 18-19 jours d'incubation, donc quelques jours avant l'éclosion. Et donc, ça permet de vacciner en masse. Je ne vais pas m'apesantir ici, il n'y a pas d'application aujourd'hui de cette vaccination sur ce modèle-là. Et donc, les seules options que l'on a aujourd'hui, ce sont les administrations par injection. Alors, c'est facile à dire. Quand on parle de vaccination au couvoir, par exemple, sur les volailles d'un jour, ça ressemble à ça. Donc, vous avez des machines qui permettent d'injecter, soit par voie sous-cutanée, soit par voie intramusculaire, l'oiseau. À titre d'exemple, les deux solutions que j'ai évoquées ne s'injectent pas par la même voie. La protéine recombinante est injectée par voie sous-cutanée, alors que l'ARN, le vaccin ARN réplicatif, est injecté par voie intramusculaire. Et donc, ce sont des enjeux de technologie de vaccination qui sont très importants pour sécuriser la réalité de la vaccination à l'échelle populationnelle.
Et donc, ça veut dire que sur les canards, par exemple, ou sur les poulets, vous avez des chantiers de vaccination avec des personnes qui injectent des milliers d'individus à un rythme relativement élevé, ce qui pose des questions de risque de dérive de vaccination, de bonnes pratiques d'injection. Et donc, il ne faut pas du tout, je dirais, sous-estimer cet enjeu de la réalité et du respect des bonnes pratiques de vaccination. Et à titre d'illustration, vous avez ici un des chantiers de vaccination, c'est des petits canetons. Vous voyez une machine qui permet d'administrer dans la cuisse des canards, des canetons, par voie intramusculaire, un vaccin. Ça se fait ici à un rythme très lent, mais vous imaginez bien que lorsqu'on doit vacciner des milliers d'individus, on a un vrai sujet en termes de bonnes pratiques de vaccination. Et donc, si je termine là-dessus, le sujet qui est important très clairement, c'est de sécuriser les bonnes pratiques de vaccination, les bonnes pratiques de surveillance pour faire que ce plan de vaccination soit un succès. Et donc, le sujet, et je vais passer rapidement sur cette diapositive, c'est clairement le respect strict du plan de surveillance qui est associé à la vaccination. J'insiste lourdement là-dessus parce que c'est très important. Et d'ailleurs, encore une fois, en termes de coût du programme de vaccination, c'est, je dirais, la majorité du coût aujourd'hui. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, d'abord, tous les élevages avicoles, indépendamment de la vaccination, sont soumis à un plan de surveillance qui est très strict. Et sur les animaux vaccinés, tous les animaux qui sont, donc tous les canards, concrètement, sont soumis à la fois à une surveillance passive, c'est-à-dire que s'il y a des événements de mortalité, les animaux sont testés en PCR sur un plan hebdomadaire. Et puis, tous les mois, il y a 60 individus qui sont écouvillonnés avec des PCR de contrôle, sachant que vers la fin du cycle de production, il y a également un point sérologique qui est fait pour tester la présence éventuelle d'anticorps vis-à-vis de la nucléoprotéine. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans quelque chose qui est très lourd et qui est très engageant pour les éleveurs et les vétérinaires. Moyennant quoi, et ce sera ma slide de fin, on est aujourd'hui dans un schéma où, comme ça a été évoqué par Béatrice, on a au total une quarantaine de millions de doses qui ont été injectées par les professionnels, avec des animaux qui ont reçu une dose pour les plus jeunes, 2 doses pour les plus âgés. Et je ne suis pas rentré dans les détails de la cuisine des plans espèce par espèce, mais on a une 3e dose qui est administrée dans certaines situations les plus à risque sur les canards mulards en fin de cycle, ce qui montre quand même l'ampleur du travail qui a été mis en œuvre depuis le 1er octobre 2023. Et sur ce, je voulais vous remercier et remercier Jean-Pierre Vaillancourt avec qui on échange des diapositives. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour cette très intéressante présentation. Alors, il y a des premières questions. Il y a une question de Camille Locht, mais avant de prendre la question de Camille, moi, j'avais une question plus générale sur, chez l'homme, on fait des essais cliniques. Je suis assez naïf en médecine vétérinaire, mais on fait des essais cliniques voilà, de phase 3. Là, on sait que le vaccin va être efficace, mais est-ce qu'on a prévu, comment on va tester l'efficacité à grande échelle de ce vaccin? Parce que là, tous les canards vont être vaccinés, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une espèce de groupe contrôle, quoi, pour voir l'impact réel que ça va avoir? Alors, effectivement, on a tous les animaux qui sont vaccinés et donc on va pas avoir de véritable low control. On a la capacité à faire des essais en situation contrôlée et à challenger des animaux, ce qui est quand Oui. même très particulier. Alors, on n'a pas de low control sur le territoire. Je dirais simplement que quand on regarde à l'échelle européenne et qu'on voit nos collègues hongrois, enfin en Europe centrale, on voit les dizaines de foyers qu'ils ont sur des élevages de canards, sachant qu'eux n'ont pas mis en œuvre la stratégie vaccinale. Quand on voit le niveau d'exposition que l'on a actuellement dans la faune sauvage et les foyers qui ont été observés dans d'autres espèces, je pense sincèrement qu'effectivement, nous n'avons pas de la capacité à faire voilà, du cas témoin, je dirais, de manière ordonnée, mais les résultats qui sont observés sont quand même extrêmement positifs. Il faut bien mesurer, vous voyez, les millions d'animaux qui ont été vaccinés. Il y a eu
un foyer réel sur un élevage de canards en fin de cycle de production de canards de Barbarie qui a été infecté. Donc, on a effectivement, on est passé d'une phase expérimentale qui va se poursuivre, hein. Donc, on a d'autres essais contrôlés qui vont se faire, pour répondre à ta question, Jean-Daniel, hein, qui vont se faire, mais qui se font dans des conditions effectivement contrôlées, où là, à l'échelle de certains élevages, on a des animaux qui sont infectés, pardon, qui sont vaccinés ou pas vaccinés, avec différents régimes de vaccination, et certains d'entre eux seront challengés. Alors, on a plusieurs questions. Peut-être une question très rapide de Sabine. Est-ce qu'il y a un seul type de vaccin utilisé au final dans les élevages aviaires ou plusieurs? Tu nous as montré deux technologies. Est-ce qu'on utilise Alors, les effectivement, deux? je n'ai pas pu rentrer dans tous les détails. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a deux solutions qui répondent à l'ensemble des critères qui ont été imposés, notamment par rapport à la DIVA. Ce sont les deux solutions que j'ai exposées. Il y en a une qui a été, pour l'instant, retenue dans la commande publique, donc qui a été finalement qui est mise en œuvre à large échelle. C'est la solution qui est portée par la société Boehringer, donc c'est la protéine recombinante. Et le vaccin ARN, lui, à date, n'avait pas été retenu dans la commande publique, mais il est utilisable à la charge des professionnels. Et pour aller au bout, il y a un deuxième appel d'offres qui a été lancé, qui est en cours d'instruction, et avec des compléments. Et donc, on peut imaginer que d'autres solutions vaccinales soient retenues, que notamment la solution Réplicon soit retenue. D'accord. Ce sera sans doute intéressant, mais je vais pas on va pas l'aborder tout de suite d'avoir des vaccinations hétérologues, mais bon, on sera peut-être Alors, pour plus tard. Juste parce que je voudrais que tu puisses répondre aux questions de Camille et d'Anne-Sophie, de Camille Loche et Anne-Sophie Baignon. Donc, Camille, lui, avait une question plus sur les, euh, les corrélats immunologiques de la protection. Qu'est-ce qu'on sait de ces corrélats? Est-ce que c'est juste oui, l'induction Jean-Daniel. d'anticorps neutralisants? Ou y a-t-il d'autres mécanismes? Si c'est juste l'induction d'anticorps neutralisants, peut-être que pour lui, la corrélation, bah, c'est enfin, la perte d'efficacité, c'est la perte de ces anticorps, tout simplement. Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, pour être tout à fait franc, on n'a pas une réponse tranchée, puisqu'on n'a pas forcément, à l'échelle de l'individu, une corrélation entre le statut sérologique et le statut protégé lorsqu'on fait un challenge. On voit à l'échelle des lots d'animaux des tendances, et donc on arrive à corréler quand même une baisse des anticorps que l'on détecte par différentes techniques avec une baisse du niveau de protection. Mais rien ne nous indique que c'est autre chose qu'un proxy. Donc, on n'a pas aujourd'hui, si vous voulez, des éléments de mécanisme. Alors, ce que l'on sait, c'est que dans les vaccins qui sont utilisés, on n'a que les l'hémagglutinin, en tout cas. Hmm. Bon, voilà, c'est déjà un élément de réponse. On n'a pas il ne s'agit pas de vaccins inactivés dans lequel on pourrait avoir un effet, je dirais, complémentaire de la nucléoprotéine, par exemple. Donc, ce n'est que l'hémagglutinin qui est le Oui, support. mais tu pourrais avoir quand même une réponse T contre les Tout à fait. magglutinines, même si, enfin, ça dépend un petit peu. Je ne sais pas si on met des adjuvants avec, enfin, si on regarde On s'il y a cette a, réponse T, et si elle est tout à pertinente fait. chez l'animal. On a des solutions qui sont différentes. Alors effectivement, pour le vaccin à protéines recombinantes, c'est un vaccin qui est en émulsion, comme les vaccins inactivés. Donc c'est un vaccin huileux, alors que la solution ARN est une solution dans une phase aqueuse. Mais il faut reconnaître qu'en termes d'immunologie du canard, on a quand même une boîte noire et que donc on est obligé d'essayer d'établir des proxys, des corrélats de protection sans être capable d'aller vraiment très finement aujourd'hui à l'échelle du mécanisme. Mais on n'a sans doute pas que une réponse basée sur les anticorps neutralisants. Anne-Sophie Baignon avait une question sur la sensibilité, la variabilité individuelle de réponse au vaccin chez les canards en fonction de leur origine, parce que tous les canards sont sans doute pas les mêmes. Est-ce que on voit des différences en termes liées à l'espèce, à l'origine du canard? Alors,
On a déjà des différences entre les génotypes, parce que le terme canard, en fait, ne Mm. veut rien dire. Au Mm. niveau zoologique, vous avez le canard pékin, qui est en fait le canard colvert, et enfin, je dirais la version domestique du canard colvert. Donc, c'est du Anas platyrhynchos. Et puis, vous avez le canard de Barbarie, qui est lui du genre Cairena. Donc, c'est deux genres zoologiques différents. Et le canard qui est beaucoup utilisé en France, c'est leur hybride, le mulard. Donc, vous avez en fait du Pékin, du Barbarie, le hybride, le mulard, qui correspondent à des espèces différentes. Et on a des différences immunologiques qui sont significatives, ça c'est clair. Et y compris des problèmes je dirais, de cross-réaction des outils sérologiques qui marchent plus ou moins bien selon les génotypes de canards auxquels on a affaire. Ensuite, à l'échelle, enfin, intra-espèce, intra-génotype, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, en toute franchise, d'arriver à ce niveau-là. Déjà, on essaye de bien faire la part entre l'effet des génotypes en tant que tels. Donc, Pékin versus Barbarie versus leur hybride. Sachant qu'on est de toute façon sur un niveau et des types de réponses très sensiblement différents de ce qu'on va retrouver chez le poulet. Paradoxalement, on observe, puisque d'autres pays font des essais, des essais de vaccination sur le poulet, notamment nos collègues néerlandais, c'est beaucoup plus facile de vacciner un poulet. C'est beaucoup plus facile de vacciner un poulet. Donc, si vous voulez, la vaccination du canard est beaucoup plus importante du point de vue épidémiologique. Et de fait, je pense que ce qu'on observe sur le terrain, en étant très prudent, puisque nous ne sommes que courant février, donc il faut rester très humble. Mais ce que l'on observe, c'est qu'en plan macro, au plan épidémiologique, il semble y avoir un effet protecteur de ce plan de vaccination. Il semble, compte tenu de ce qu'on observe ailleurs en Europe et des facteurs d'exposition. Euh, mais il faut reconnaître que la vaccination du poulet, si elle devait être mise en œuvre, ou de la poule, serait sans doute plus facile.